Monsieur Salle, la parole est à Monsieur Jacques Moignard pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes aujourd'hui à la lecture définitive du projet de loi modifiant le chapitre unique du titre 8 du livre 7 de la troisième partie du Code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'Université des Antilles et de la Guyane, que nous appellerons donc UAG. Pour répondre à une revendication guyanaise, le gouvernement s'était engagé en 2013 à créer une université de plein exercice en Guyane en détachant le pôle universitaire guyanais, jusqu'alors partie intégrante de l'Université des Antilles et de la Guyane. Mon collègue Henri Chalut, député de la Guadeloupe, s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce texte et plus généralement sur la nécessité d'accorder le temps nécessaire à la concertation, notamment pour que la communauté universitaire antillaise s'empare du projet de l'Université des Antilles. Dans une question écrite publiée au journal officiel le 12 novembre 2013, il y a peu, Henri Chalut relayait ainsi les inquiétudes sur l'avenir des implantations de l'université en Guadeloupe et à la Martinique. Il faisait déjà remarquer que les évolutions entrevues, menées en marche forcée, ne suscitaient que peu l'adhésion des acteurs du territoire, et ce, quelles que soient les options d'organisation institutionnelle proposées. Dans une autre question écrite, publiée elle, le 22 avril 2014, il réitérait ses craintes de voir l'avenir de l'unique établissement d'enseignement supérieur et de recherche de la Guadeloupe et de la Martinique assujetti au calendrier prévu pour le décret de création d'une université de plein exercice en Guyane. Dans une question au gouvernement le 7 mai 2014, il réclamait l'organisation d'une consultation des forces vives antillaises de l'enseignement supérieur. Les réponses d'alors se voulaient partiellement rassurantes. Promesse était faite de soumettre en consultation les décrets créant les deux universités. Cette consultation ne fut que très partielle et restreinte à peu d'acteurs universitaires avait été relevée. Il faut dire que la création d'une université de plein exercice en Guyane ne s'est pas faite sans heurts. Suite à l'adoption en juillet 2013 de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, la loi dite ESR, le gouvernement était autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'1 an à compter de la promulgation de la loi, des mesures législatives modifiant les dispositions applicables à l'Université des Antilles et de la Guyane pour, entre autres, adapter le titre 5. L'ordonnance fut présentée en juillet 2014 et le projet de loi de ratification déposé au Sénat le 3 décembre 2014. À l'instar du sénateur Jacques Grosperrin, rapporteur de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication, il faut souligner que le texte initial ne tirait aucune conséquence du démantèlement de l'UAG décidé en 2013. Le gouvernement ne pouvait modifier le Code de l'éducation pour changer le périmètre de l'UAG et lui substituer une université des Antilles, le champ de l'habilitation prévu par l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013, se limitant à une seule adaptation d'une partie des dispositions de l'UAG. Et ce, alors même que la composante guyanaise de l'UAG devenait une université de plein exercice par le décret du 30 juillet 2014. Sans compter que le scandale de l'affaire CEREGEMEA, le Centre d'études et de recherche en économie, gestion, modélisation et informatique appliquée, est venu parasiter les réformes envisagées par l'UAG. Au final, les contours de la réforme n'ont pu être sérieusement ébauchés que depuis la fin de janvier de cette année, pour tout dire. Pour l'essentiel, le texte qui nous est soumis aujourd'hui, en lecture définitive, restreint au pôle universitaire de Guadeloupe et de Martinique, traite des conséquences juridiques et administratives de l'UAG, de l'engagement de l'État à doter la Guyane d'une université de plein exercice. Il propose ainsi de rapprocher la composition du conseil d'administration de l'Université des Antilles, dorénavant constitué de 2 pôles, l'un installé à la Guadeloupe et l'autre à la Martinique, du droit commun des universités, tout en assurant la présence d'au moins un représentant des autres organismes de recherche présents sur chacune des 2 régions. Le texte visait aussi à clarifier les éléments constitutifs des pôles universitaires régionaux, afin de distinguer les services qui leur sont propres des services communs et de l'administration générale de l'université. Ce dernier point constitue une réelle avancée. Il répond à la nécessité d'acter l'autonomie des pôles universitaires sur les 2 régions. Le projet de loi permettra donc cependant de préserver la transversalité de la recherche au sein de l'université. Il est en effet nécessaire de renforcer les liens et créer des synergies et des solidarités de fait entre ces 3 universités, celle de la Guyane, celle de la Martinique et celle de la Guadeloupe. Sans cela, nous prendrions le risque de limiter leur excellence, leur rayonnement. Enfin, concernant la gouvernance,
Le texte qui nous est soumis aujourd'hui confie la responsabilité de la rédaction des statuts du nouvel établissement, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2014. Il le confie donc aux membres du conseil d'administration de l'UAG, au titre des régions Guadeloupe et Martinique, en exercice à la date d'entrée en vigueur prévue pour le présent projet de loi. Les membres du conseil d'administration, quant à eux, seront élus ou désignés pour une durée de 5 ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui seront élus pour une durée, eux, de 30 mois. L'enjeu de ce texte est important. Bien sûr, il ne règle pas tout, mais la refondation universitaire de l'UAG doit être l'occasion de bâtir une réelle offre d'avenir pour la jeunesse des Antilles. Cette refondation se doit de renforcer les moyens d'expertise des laboratoires de la région. De fait, le taux de chômage des jeunes en Guadeloupe est de 60%, faut-il le rappeler. Offrir à cette jeunesse une université de qualité sur le territoire, leur permettre d'obtenir une formation adaptée à l'offre d'emploi locale, afin qu'elles puissent trouver une situation professionnelle pérenne et économiquement viable dans ces collectivités, tels sont les défis à relever. À l'instar de mon collègue Henri Chalut, j'estime essentiel que l'enseignement supérieur dans les Outre-mer puisse davantage se raccrocher aux problématiques des territoires. Les enjeux à métropole et dans les Outre-mer sont différents. Il est donc nécessaire d'adapter les enseignements à ces problématiques. Par exemple, le projet de loi relatif à la biodiversité n'a pas assez pris en compte la composante ultramarine de cette problématique, alors que la France possède, il faut le rappeler, le deuxième domaine maritime au monde, précisément grâce aux Outre-mer. Les Outre-mer sont une chance pour la France. Si la métropole s'engage dans la prise en considération effective des difficultés, mais aussi des richesses de ces Outre-mer, alors la métropole et les Outre-mer en sortiront plus fortes. Il incombe donc aux politiques de donner aux Outre-mer toutes les chances de réussir, notamment sur les questions des moyens alloués à ces universités. Le projet de loi sur l'UAG, bien qu'il n'aborde pas ce dernier point, va dans le bon sens et à ce titre, il recevra donc l'appui du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Mais le succès de la réforme de l'UAG dépendra avant tout de la volonté des hommes, enseignants, étudiants et politiques. Je vous remercie. Merci,